Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 7 juillet 2025 dans le Capharnaüm de mon déplacement. Vous voyez, il y a toujours la bouteille de bière de Mélissa, parce que moi je bois pas d'alcool. Il y a des ouvriers dehors qui font la terrasse, enfin voilà. C'est le dawa complet. Mais bon, on va quand même faire notre petit face à Pierrot. La première question de la semaine, elle est d'Ivous. On parle d'Olivier Cloarec comme futur président du TFC. Le connais-tu? Et si oui, que peut-il apporter à Toulouse pour faire progresser ce club ou sera-t-il limité par l'actionnaire et par les moyens financiers? Oui, Olivier fait partie des très bons pros du football français. Il avait mal vécu son éviction assez incompréhensible, mais bon, on sait qu'à Rennes, il peut se passer tout et n'importe quoi régulièrement. Mais voilà, il n'y avait aucune raison de se séparer de lui. Il a payé par ricochet les mauvais résultats du club, notamment de Julien Stéphan et de Massara. Voilà, je pense que c'est un très bon pro. Maintenant, effectivement, il arrive à Toulouse comme président salarié. Et c'est pas lui qui aura les cordons de la bourse. Hein. C'est pas sa personnalité qui va faire que le club va avoir plus de moyens pour recruter. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'il peut tout à fait être dans la gestion de Comolli. Fred Lichtel. Encore un club racheté, Le Havre. Est-ce la fin des clubs familiaux détenus par un seul actionnaire? Oui. Compte tenu de la crise financière majeure qui frappe le football français, il est bien évident qu'on va avoir de plus en plus de mal à avoir des clubs indépendants qui appartiennent à une fortune locale, comme Jean-Pierre Caillot ou Laurent Nicolas. Voilà, faut bien voir que ce business model, il est aujourd'hui totalement dépassé. On peut le regretter, on doit même le regretter, mais à un moment donné, il faut être pragmatique et raisonnable et voir que l'apport d'investisseurs de ce genre peut aussi donner au club, pas forcément, ou en tout cas pas à chaque fois, puisque faut arrêter de croire que chaque cas de multipropriété est une généralité, hein. Chaque cas est un cas à part, on le voit. Hein. Dieu merci, toutes les multipropriétés ne sont pas gérées comme celle de Lyon. Malheureusement, elles ne sont pas toutes gérées comme celle de Strasbourg. Voilà, faut voir où va se situer Le Havre, mais ce qui est évident, c'est que le club aura déjà plus de certitude sur le plan financier, ou alors c'est à désespérer de tout. Excusez-moi, il y a un peu de bruit. Hein. C'est la dure loi des travaux. Yvous, et c'est reparti pour un tour avec les lofts et autres mises à l'écart. L'OM qui met 6 joueurs à la réserve avec la pro des deux. N'y a-t-il pas d'autre façon de faire? Je sais que c'est une zone grise des joueurs sur le départ et un club en recrutement n'empêche. Ouais, c'est sûr que c'est pas terrible, c'est pas très brillant. D'autant plus que cette période de loft, on le sait, n'est légale que pendant les périodes de reprise et qu'à partir du moment où le championnat a débuté, les pros sont tenus de s'entraîner avec le groupe pro, c'est la loi. Ça peut permettre au club, aux joueurs qui n'ont peut-être pas envie de rester aussi, de trouver un club et de continuer à s'entretenir. Mais c'est vrai que c'est une situation sur laquelle on pourrait légiférer et éviter, par exemple, que ce soit, parce que c'est parfois des clubs qui ne veulent plus de joueurs qui font ça, mais il y a aussi parfois des joueurs qu'on veut forcer à rester, comme Mbappé. Évidemment, la mise dans le loft de Mbappé au PSG il y a 2 ans était évidemment d'un tout autre genre et d'un tout autre acabit. Artman07, pensez-vous que d'ici 5 à 10 ans, la Ligue 1 retrouvera les mêmes montants de droits TV qu'elle a pu connaître il y a 10 ans, soit 750-800 millions? Non, jamais. Non, jamais, parce que le monde de la télé a changé, le mode de communication a changé, et on voit que dans d'autres pays, alors évidemment, c'est pas dans les proportions, c'est loin d'être dans les proportions de ce qui se passe en France, mais il y a des baisses dans les droits télé. Alors en France, c'est plus une baisse, hein, c'est une débâcle, c'est un désastre. On part de zéro, hein, avec la chaîne de la Ligue, hein, bien voir que pour la première fois de l'histoire, les droits télé vont commencer avec 0 €.
qu'il faudra qu'il y ait des premiers abonnés pour qu'il y ait des premiers versements, et on va voir à quelle hauteur vont être ces versements, et je pense qu'on va être terriblement déçu et terriblement meurtri de ce qui va se passer dans le football français. Mais retrouver ça, je pense pas du tout que ce soit malheureusement possible. Fred Lichtel. La commission de discipline avait infligé à Metz une fermeture partielle pour un match ferme des tribunes Est et Ouest lors de la première journée de championnat. Et cela tombe lors du derby contre Strasbourg, hasard du calendrier ou volonté d'éviter les débordements. J'ai envie de dire hasard du calendrier, parce que de toute façon, le derby Metz-Strasbourg n'est quand même pas connu pour être un derby à haut risque. Voilà, c'est une rivalité que certains qualifieront de forte, mais enfin qui reste quand même dans des proportions tout à fait acceptables. Donc non, hasard du calendrier, même si je trouve toujours un peu bizarre de commencer un championnat par un derby. Bon, ça c'est les aléas du calendrier. Yvous. L'équipe de France féminine qui, malgré des doutes sur ce groupe et sa composition, bat la championne en titre. Est-ce un coup sans lendemain, comme on pouvait souvent en voir lors des premiers tours des grandes compétitions, ou la naissance d'un groupe autour du coach? Je ne sais pas. J'ai pas trouvé le match extraordinaire. J'ai surtout trouvé les Anglaises extrêmement décevantes. Pas trouvé le match de l'équipe de France très abouti. Effectivement, bon, il y a eu un but bien construit par Cascarino pour Katoto et le très joli exploit individuel de Baltimore. Mais bon, la fin de match au moment de la réduction du score anglaise a été extrêmement pénible. Malheureusement, on a tous payé pour apprendre avec cette équipe de France féminine de pas s'enflammer avec les débuts de compète, et on sait que c'est au moment où les matchs deviennent très serrés et très importants que ça se complique. Archman 07. Qu'avez-vous pensé des propos tenus par Alan Saint-Maximin au sujet de son expérience à Fenerbahçe, pression du club, affaire de dopage ces 2 dernières années et du démenti du Fenerbahçe? C'est sûr que quand un joueur dit que le club lui a proposé de se doper, il est évident que le club va démentir. On sait, sans faire un jeu au championnat turc, on sait que c'est un championnat où il y a beaucoup de gens au caractère extrêmement volcanique, des problèmes d'arbitrage, des problèmes de comportement de dirigeants, des problèmes de salaire aussi, qui sont pas toujours versés de façon exceptionnelle. Alors pas dans les grands clubs turcs, mais dans les clubs un petit peu moindres. Je suis pas étonné qu'à partir du moment où ça commençait à moins bien se passer sur le terrain pour Alan Saint-Maximin, il y a eu des problèmes derrière. Maintenant, je pense qu'il a quand même les capacités sportives de rebondir. Alex Penon, aux portes de la Ligue 2 avec un effectif qui risque de s'affaiblir même en cas de maintien, l'OM ne doit-il pas sérieusement regretter le déclin de sa formation et ses choix catastrophiques à l'image d'un Sarr aujourd'hui à Chelsea, bradé au détriment du très cher Niakate? Oui, c'est sûr que quand Lyon a vendu Sarr à Strasbourg 10 millions, on était très nombreux à pas comprendre cette démarche, surtout que dans le même temps, tu achetais Niakate 32. Donc il y avait vraiment un profond décalage dans les choix. Et tu te demandes un petit peu, effectivement, et ça je pense qu'on le saura au fil des mois, ce qu'a vraiment fait Textor avec les finances du club, et notamment au niveau des transferts, qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même extrêmement douteuses. Aujourd'hui, effectivement, déjà énormément des bijoux de famille ont été vendus. L'Arena, la section féminine, là, Textor commençait à s'attaquer à l'académie. Il est évident que l'académie de Lyon, c'est quand même une manne financière et sportive extraordinaire. T'as eu grâce à eux, t'as eu Benzema, t'as eu Cherki, donc c'est effectivement extrêmement problématique. Arcman 07, Leverkusen courtiserait Kliouche, ce dernier. Pour vous, aurait-il raison d'aller à Leverkusen alors qu'ils ont perdu 3 de leurs meilleurs joueurs avec un nouveau coach, ou lui conseillez-vous plus de rester à Monaco une saison
en jouant la Ligue des Champions également. Il n'y a pas que ça qui rentre malheureusement en considération dans le transfert d'Akliouche. Il y a l'argent que ça pourrait générer pour Monaco. C'est évident que si Monaco obtient la somme qu'ils espèrent pour Akliouche, ils le vendront. Il y a le salaire évidemment pour Akliouche, qui pourrait être bien plus élevé à Leverkusen. Après, il est évident que si on se concentre uniquement sur le côté sportif, je pense qu'il est totalement dans l'intérêt d'Akliouche de faire un an de plus à Monaco. Maintenant, l'intérêt sportif et l'intérêt économique, c'est pas toujours le même. Keke Detown, que penses-tu des propos de Neuer concernant la responsabilité de Donnarumma sur la blessure de Musiala? Est-ce que le geste était sanctionnable selon toi? C'est toujours pareil dans le foot. Quand un gardien sort dans les pieds d'un attaquant, c'est à ses risques et périls. Et je pense que Donnarumma l'a montré de façon violente avec la charge de Singo dans le match Monaco-PSG. Là, cette fois, c'est lui qui est sorti. Il a eu le ballon. Malheureusement, derrière, Musiala s'est pété la cheville dans le choc. Mais je pense que c'était un choc tout à fait involontaire et quelque part assez banal. Quant aux déclarations de Neuer, qui dit quand même énormément de conneries. Puis on se souvient aussi de la sortie de Neuer, notamment en finale de Coupe du Monde sur Higuaín, par exemple. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je veux, ça va 5 minutes. Artman 07. Qu'est-ce qu'a apporté de plus Xabi Alonso au Real Madrid ces 2 dernières semaines par rapport à celui d'il y a 3 mois? Les voyez-vous éliminer le PSG en demi mercredi prochain? Très franchement, je suis pas ébahi parce que je vois du Real depuis que Xabi Alonso est là. D'abord parce que l'équipe n'a pas changé, l'équipe n'a pas été corrigée au niveau de ses gros points faibles, notamment le milieu de terrain qui est toujours, qui me semble très en dessous par rapport à ceux des autres équipes. Ce sera extrêmement intéressant de voir le rendement du milieu de terrain du Real contre celui du PSG qui est quand même au top depuis maintenant pas mal de semaines, voire de mois. L'apport de Heusen en défense centrale est très intéressant. Malheureusement, il sera pas là dans ce match puisqu'il a été expulsé contre Dortmund. Rudiger me semble toujours aussi à la limite. Alexander-Arnold, pour l'instant, n'a pas été extraordinairement sollicité défensivement. Fran Garcia, de l'autre côté, fait des matchs assez corrects. Tchouaméni est plutôt, je dirais, dans une phase pas trop mal. Maintenant, devant, Bellingham fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, il n'est quand même pas extraordinairement décisif. Vinicius est transparent. Il y a ce Gonzalo Garcia qui est une bonne surprise. Il a déjà marqué 4 buts. Il a bien supplé Mbappé et sa gastro-entérite aiguë. Voilà, moi je trouve que la grosse fragilité dont a fait preuve le Real en fin de match contre Dortmund, il faut quand même se souvenir de l'action de Sabitzer et de l'arrêt décisif de Courtois à la dernière seconde des arrêts de jeu. Voilà, l'édifice madrilène me semble encore très fragile et je pense qu'ils ont besoin de recruter du talent et du muscle au milieu.